Bonjour et bienvenue à Presse Echo, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités qui sont des chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Donc avec eux, nous refaisons l'actualité dans la semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer un ensemble de sujets au plan national et international, notamment avec le Mali en international. Pour commencer, au plan national, nous parlerons du discours de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo. Nous allons revenir sur les points saillants donc, de ce discours-là, qui fait donc, qu'a donc la politique que va suivre le Premier ministre avec mes invités. Et puis nous parlerons également du retour du CFOP, le chef de file de l'opposition politique, est revenu donc dans des instances comme le CNOS, qui est le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation, mais aussi dans le dialogue politique, nous allons revenir sur cette information. Et puis troisième sujet, nous allons évoquer la question de la tenue des municipales 2022. Il y a des débats, on ne voit pas venir le gouvernement, nous allons donc discuter également de cela. Et puis enfin, nous parlerons donc, comme je disais, du Mali où un chronogramme a été proposé à la CEDEAO. Il s'agit de 5 années de transition et cela ne plaît pas du tout. Un sommet se passe aujourd'hui, le 9 donc, aujourd'hui au Ghana, donc par rapport au Mali. Nous allons donc revenir sur toutes ces actualités avec mes invités sur ce plateau que je m'en vais vous présenter. Il s'agit de Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Lengani Issaka, il est journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être là. Et puis juste à la gauche de Lengani, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène d'être là. Et puis enfin, dernier invité, Inoussa Ouedraogo, il est journaliste, directeur de publication de Bendre qui paraît maintenant en ligne. C'est un mensuel d'investigation. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. On va donc démarrer avec le discours du politique général du Premier ministre Zerbo Lassina. Comment vous l'avez-vous, à votre niveau, suivi ce discours-là dans la forme, mais aussi dans la prestance du Premier ministre? Est-ce que s'il y a une note à lui donner, on lui donnerait combien sur 10? André-Eugène Ilboudo, comment? Oui, je dois dire que, bon, de notes à donner, je ne sais pas si je suis habilité à donner la note, mais d'abord, je dois dire que je n'ai pas eu le courage d'écouter le discours jusqu'au bout, pour 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est que ce discours, c'est du copier-coller de tous les premiers ministres. C'est la phrase de M. Jourdain, on le retravaille dans tous les sens, mais c'est toujours la même chose qu'on nous dit. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, quand j'écoutais, je me suis dit, mais le Premier ministre Christophe Dabiré a prononcé son discours de politique générale en février 2021. Même pas une année après, il y a un autre discours de politique générale. Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire d'autre, ou bien qu'est-ce qu'il va faire d'autre que ce que le Premier ministre a dit? Et puis, quand vous regardez dans le fond, j'ai tiré le discours, après, pour le relire, et j'ai tiré le discours du Premier ministre du 4 février 2021, et j'ai fait le parallèle. Je vous ai dit, c'est les phrases de M. Jourdain, on a rechangé. Donc, je crois que un discours pareil, bon, dans la forme, ça a été moins long, 50 minutes que le discours des autres discours, parce qu'ils tentent à répéter maintenant les discours, mais je pense que c'est encore trop long. Je crois que à l'heure actuelle, ce dont nous aurons besoin au Burkina, c'est un Premier ministre qui arrive, et s'il doit parler des départements ministériels, qu'il nous dise, dans ce département, voici les 3 choses que je vais faire en une année. Dans ce département, voici les 3 priorités. Dans ce département, voici les 3 priorités. Je pense qu'en 10 minutes, il pourrait nous dire ce qu'on doit attendre de lui en une année. Mais sinon, toute la phraséologie qu'on nous a servie, encore une fois pour moi, c'est du réchauffé. Et vraiment, je n'ai pas vu quelque chose de nouveau qui tranche avec les autres discours des autres premiers ministres. Inoussa? Oui, je vais abonder dans le même sens pour dire effectivement que c'est vrai que c'est un exercice constitutionnel, le discours de politique générale, mais dans son format actuel, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte véritablement aux préoccupations de nos populations. Parce que quand on fait un discours qui est une litanie d'intentions,
où on liste un certain nombre de projets. Eugène Ilboudo l'a bien rappelé, depuis Paramanga et Ernest Yonli, en tout cas que je suis ces discours-là, on se rend compte qu'il n'y a pas de changement dans le fond. Du coup, on se demande si ça vaut la peine véritablement de faire cet exercice-là. En tout cas, sauf si l'objectif est juste de faire des exercices intellectuels, de faire de la politique politicienne. Sinon, dans le fond, je me demande si les populations elles-mêmes sont préoccupées par ce type de discours aujourd'hui. Nous devons avoir le courage de changer de format, de pouvoir faire un exercice qui consiste à dire clairement voici ce que nous allons faire, de sorte à ce que ça soit quantifiable, que ça soit mesurable au moment venu de faire le bilan. De façon concrète, si le Premier ministre nous dit aujourd'hui que nous avons 4 provinces qui sont vraiment en difficulté du point de vue sécuritaire et que mon objectif au bout d'un an, c'est de faire en sorte que ce soit 2 provinces. Si on a 1 500 000 déplacés aujourd'hui, qu'ils puissent nous dire d'ici un an, prenons date, et je ferai en sorte que ça passe de 1 500 000 à 700 000 ou à 500 000. Ça, ce sont des choses claires, précises et de façon concrète, on peut mesurer. Mais tant que ce sera des exercices de ce genre-là, bon, ça n'intéressera que quelques acteurs politiques, quelques politiciens. On respecte la Constitution et puis on fait une déclaration et puis c'est tout. Sinon, il n'y a pas de valeur ajoutée. Il y a aussi l'aspect que la déclaration donne droit à un vote où le Premier ministre peut être tout simplement rejeté par l'Assemblée. Est-ce que ça a été déjà fait dans ce pays? Non. C'est la preuve que dans le fond, c'est un exercice juste pour respecter un devoir constitutionnel, c'est tout. Sinon, en principe, on doit pouvoir dire ce discours-là, il est bon, il est beau, mais il ne répond pas aux exigences du moment. Le contexte ne s'y prête pas. Surtout qu'après, il n'y a pas de possibilité de faire un bilan en tant que tel. Parce que même la déclaration sur la situation de la nation ne donne droit à rien. Voilà, on fait une situation, on discute et puis après on se lève. Mais s'il y avait la possibilité de prendre date à partir du discours, à partir des éléments précis qui ont été dégagés et de dire ensuite que à l'horizon, dans une année, on se donne rendez-vous et on échange, on fait le bilan avec des unités de mesure. C'est bien possible. On dit, voici son bilan au niveau de l'économie, voici son bilan au niveau de la santé. Il n'a pas eu la moyenne, donc il doit passer la main à une autre personne, ou en tout cas, il y a des leçons à tirer. Mais là, ce sont des exercices qui se suivent. On parle, et puis après, les problèmes sont toujours là et ça demeure. Évariste Fossien-Consembo, est-ce que le Premier ministre, le discours, c'est vraiment de donner, on va dire comme ça, une vue générale de ce qu'il va faire, une orientation plus générale, moins que de donner des objectifs assez fins à obtenir? Non, enfin, je dirais que le style est conforme au format actuel de notre Constitution. Parce que n'oubliez pas que notre Premier ministre, il est responsable à la fois devant le président de FASO et à la fois devant l'Assemblée nationale. Et de ce fait, donc, on dit qu'il a 30 jours, tout Premier ministre qui viendrait être désigné, même André-Eugène Ilboudo, vous avez 30 minutes pour donc vous consacrer. 30 jours pour donc passer donc à faire cet exercice-là. Donc, que Dieu vous entende que la prochaine fois. Pourquoi pas, vous pouvez l'être. Donc, de ce fait, si on veut le changer, donc il faut rechanger donc la Constitution. Maintenant, c'est vrai que moi, pour ce qui est des aspects de suivi, ça c'est l'Assemblée nationale. On dit que l'Assemblée nationale doit contrôler l'action du gouvernement. C'est l'Assemblée qui doit se donner les outils et les moyens à partir donc de suivre point par point le discours donc du Premier ministre. Ça, il déclare, c'est la politique générale. Il fait une déclaration de politique générale. C'est normal que ça touche tous les aspects et tous les points importants de la vie de la nation. De ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Bon, quoique ils ont fait quand même des efforts, hein, André Eugène, parce qu'il y a des moments où le format, ça prenait des heures et des heures. J'ai relevé ça. Voilà, donc, que dire? Maintenant, c'est vrai que ce discours est suivi de votes. Mais si les Burkinabés ont voulu une Assemblée nationale
où il y a une majorité mécanique, ça, c'est la faute revient donc aux électeurs. Donc, ce qui fait que nous sommes dans tous les cas de figure, on se retrouve toujours dans une situation où il est impossible de voter autrement que de l'adouber. Donc, puisqu'on se retrouve toujours dans une configuration où il y a une majorité écrasante qui se dégage. Donc, c'est ce qui fait que tous les premiers ministres depuis Paramanga, quand ils passent, ils sont toujours, ils sont toujours acceptés par l'Assemblée, quelques voix, et puis bon. Donc, c'est-à-dire le problème, si problème il y a, il faut le rejeter même à nous-mêmes, aux électeurs au Burkina. C'est nous qui décidons du format. Alors, mais cette fois-ci, quand même, pour le vote, on a eu une vingtaine d'abstentions. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit Oui, mais c'est quand même validé. significatif. Non, mais ça n'a pas empêché qu'il soit validé. On a validé son mandat. Donc, maintenant, ce qui est important, je suis d'accord, il faut se donner des outils pour suivre point par point. C'est ça. Voilà. Lengani Saka. Analyse, forme. Que dire, sinon que, bon, effectivement, personnellement, j'ai été dans les mêmes faiblesses que André-Eugène Eboulot. Je n'ai pas pu suivre tout de bout en bout, mais je me suis attrapé par la suite pour voir le contenu, qui, de mon point de vue, est très décevant. Très décevant dans la forme comme dans le fond. Mais, comme le dit Barry, c'est un exercice qui est prévu par la Constitution, qui doit être respecté. Il faut qu'après sa nomination, le Premier ministre dise aux Burkinabés, à travers leur représentation nationale, ce qu'il va faire. Et moi, le contexte de la nomination de M. Lassina Zerbo, de mon point de vue, devait donner à cet exercice-là un caractère particulier. Parce que nous sommes dans un pays en lambeaux, dans un pays qui se cherche, qui est au bord du gouffre. Nous sommes dans un pays où le premier mandat, le premier magistrat de ce pays nous a donné un discours à 23h30 où on a senti enfin la fibre patriotique et nationaliste vibrer en lui et fixer des caps sur enfin ce qu'il va faire pour sortir le pays dans le gouffre vers lequel il l'a mené. Et dans ce contexte-là, un Premier ministre qui arrive ne doit pas venir dire « je vais faire, je vais faire, je vais faire ». Le président du FASO a déjà dit ce qu'il va faire. C'est à lui de nous dire comment il va faire. Moi, c'est là où j'attendais M. Zerbo. Et malheureusement, il a tout fait sauf ça. Sauf nous dire comment il va faire pour effectivement lutter contre la corruption, comment il va faire pour que les djihadistes disparaissent du pays. Mais Lengani, quand on fait une déclaration, est-ce qu'on peut... La déclaration, est-ce que c'est vraiment un exposé technique ou tactique par rapport à ce qu'on fait? La déclaration, ce n'est pas les grands titres qu'on donne. Oui, mais si c'est ça, ce n'est pas la peine. Si c'est pour venir nous dire, nous sortir une litanie, comme l'a dit le jeune frère Ino, que c'est pour vraiment venir nous citer ce qu'il compte faire, mais ce qu'il veut faire, etc. Bon, là, moi-même, je serais peut-être mieux placé que lui pour le faire, parce que en tant que journaliste, j'embrasse beaucoup plus l'ensemble de la société que lui, qui est un technicien du nucléaire. Bon, c'est pour dire qu'on a des problèmes sérieux. Le président du FASO a fixé des caps. Il a réveillé enfin, il s'est réveillé enfin, et il a réveillé avec lui le peuple. Il nomme un Premier ministre, lui doit nous dire. Le président a dit qu'il faut lutter, il va faire une opération main propre, etc. Voilà comment je vais faire ça. Puisque c'est pour un délai d'1 an. Donc c'est tellement court que son devoir, c'est de nous dire voilà comment je vais faire telle action, telle proposition ou bien telle décision que le président de FASO va prendre. Au lieu de nous dire, bon, dans le même sens, en plus long que le Premier ministre, que celui qui l'a nommé. Donc de mon point de vue, c'est un exercice qui est pratiquement inutile. Dans son format actuel, sinon le vote, comme on l'a dit aussi, est tout à fait mécanique. C'était évident que M. Lassina Zerbo allait être confirmé. On va aller dans le fond. Peut-être que le contenu permettra de savoir si le Premier ministre a dit comment il fait certaines choses. André, je vais dire quelque chose rapidement. Non, je voulais dire que, encore une fois, on a le discours de politique générale, mais aussi on doit avoir le discours de l'état de la nation. Moi, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qu'Evariste a dit, que c'est le problème des Burkinabés qui votent les gens. Je pense que les gens qui sont à l'Assemblée nationale, on a un format qui fait que, même si le Premier ministre était arrivé et qu'il a fait une seule phrase,
les gens l'auraient voté. Moi, je ne vois pas qui, parmi les MPP et ses alliés, qui vont désavouer le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui a voté. On n'est pas dans un système où le Parlement a vraiment quelque chose à dire. On a écrit sur le papier. Mais on peut vous donner même, comme disent les gens, on peut avoir de mauvaises lois, mais si on a de bons magistrats, la vie sera calme. Vous pouvez avoir de belles lois, mais si vous avez de mauvais magistrats, pour dire quoi? Parce que c'est vrai que la Constitution fixe ce qu'il doit faire. J'ai dit encore une fois, si le Premier ministre était arrivé avec la situation de notre pays, le discours que vous écoutez ou que vous lisez, c'est un discours des temps modernes où il n'y a rien dans votre ville, où tout semble aller normalement. Et comme ça, on déclare un discours pareil. Mais est-ce que dans notre pays, tout va bien et tout va normalement? D'accord. On ne peut pas... Et donc, je voulais dire, le Parlement pourrait effectivement... Peut-être le Parlement va recenser ce qu'il nous a dit, et il va l'attendre au discours de la nation pour dire, voici ce que vous nous avez dit en agriculture que vous allez faire, c'est qu'est-ce que vous avez fait. Sur la santé, voilà ce que vous avez dit que vous allez faire, qu'est-ce que vous avez fait. En ce moment-là, on sera là et puis la note là sera... D'accord. Alors, on va donc regarder dans le fond. Monsieur le Premier ministre a proposé des piliers, notamment 4 grands piliers pour sa politique. D'abord, premier pilier, retour de la sécurité, de la paix et le renforcement de la résilience. Et puis deuxième pilier, le retour des personnes déplacées dans les zones désertées. Et puis troisième pilier, la réconciliation nationale. Et quatrième pilier, c'est la lutte contre la corruption. Alors, c'est déjà quand même quelque chose d'assez précis. Il donne un cap assez clair, évident. Fossin Ivalis Concebo, sur par exemple ces 4 piliers donnés par le... Ces axes, en fait, résument ou du moins prennent en compte ce que l'on est supposé penser ou dire que c'est les grandes préoccupations de l'heure. Effectivement, personne ne peut dénier le fait qu'actuellement nous avons des problèmes de paix, des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes avec des problèmes corollaires des déplacés, la réconciliation et la corruption. Mais c'est vrai, déjà, je commence par la corruption. Quand il dit qu'il va mener une lutte implacable, moi je dis wow. Alors, mais le chef de l'État l'a dit. Oui, on l'a dit. Et en plus, là où j'étais... Il a dit qu'il va faire même propre. Là où j'étais... C'est le discours de... Quand il me dit, oui, on va relire les textes pour créer un environnement anti-corruption. Vous savez, le Burkina est un des pays au monde où on a tous les textes. Et les meilleurs textes. Et les meilleurs textes. Ce n'est pas un problème de lecture, c'est un problème d'application. Donc on va encore nous balader et puis bon... Et venir dire, bon, je ne sais pas, je lui donne le crédit, mais je sais que les textes existent et je sais que de mon point de vue, le problème de la lutte contre la corruption, c'est la volonté politique et une question de l'appliquer. Et ça qui coince quelque part. Mais vous voyez, en fait, dans son discours, il y a beaucoup d'éléments, parfois, qui donnent peut-être, qui vous laissent pantois ou qui vous font peut-être rêver. Quand on dit, par exemple, sur la Covid, que bon, d'ici... fin 2022, on va atteindre une couverture vaccinale de 70%. Écoutez, on sait que mathématiquement, financièrement et sociologiquement, ce n'est pas possible. Peut-être que c'est un objectif, et puis la barreau, mais bon, on peut toujours... C'est vrai, c'est des mesures un peu de ce genre qui font que quand on compare par rapport donc à la situation, on a l'impression que les solutions aussi vont certainement être loin. Bon, maintenant, il y a d'autres... Hein, pour le retour de la paix, il faut recouvrir le territoire. Comment on fait? Là, bien sûr, il reconnaît pour la première fois qu'il y a un problème de coordination, en fait, au niveau donc, du dispositif de renseignement. Et il dit que ça, au moins, c'est déjà bien de le reconnaître. Mais je peux ajouter, le Premier ministre dit, par exemple, que pour avancer rapidement concernant la sécurité, dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera diligemment des mesures d'ordre à la fois stratégiques et opérationnelles pour renforcer l'efficacité de l'action militaire sur le terrain et améliorer la collaboration entre les renseignements, les FDS, les VDP et les populations. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'important, parce que bon, il reconnaît qu'il y a des problèmes de communication, donc ça c'est déjà quelque chose, parce que quand vous voulez résoudre un problème, il faut reconnaître que le problème existe. Et au sein des forces armées, il y a des difficultés. On l'a dit ici, on l'a martelé plusieurs fois, mais maintenant qu'officiellement on le dit, en espérant que ça va améliorer. Maintenant, c'est vrai que les déplacés, on souhaite que pour que les déplacés reviennent, il faut d'abord recouvrer le territoire et il faut que l'administration y retourne. Il faut des conditions quand même de sécurité. Ça va demander beaucoup de temps, je ne sais pas. Et c'est vrai que fondamentalement,
moi, c'est vrai, vous avez parlé d'approche opérationnelle, stratégique, mais bon, j'espère que tout ça va permettre à notre armée de devenir, ou à notre FDF de devenir offensif. Parce que moi, je l'ai dit toujours, tant qu'on restera sur la position d'une même mauvaise, on n'arrive même pas à se défendre totalement là, on n'arrivera à rien, ça ne va pas bouger et on ne pourra pas espérer grand-chose. Mais j'espère que donc ces approches opérationnelles et stratégiques là vont changer. C'est ça, non, il a parlé de changement de paradigme. Moi, je veux bien. Hein, il faut forcément, dans ce contexte-là de la lutte là, un changement fondamental de paradigme. Et c'est vrai que au niveau de la réconciliation, je note au moins qu'on a quand même une éclaircie. Et il nous a promis la tenue du forum dans le premier trimestre 2022. Et ça, je dis que bon, c'est quelque chose déjà, au moins, par rapport à la date ultérieure. D'accord. Merci. Lengani Saka, sur ces 3 piliers, sur la sécurité, le Premier ministre dit quelque chose. Par exemple, la relecture de la loi sur les VDP est une chose, mais également, il parle de partenariats stratégiques, d'établir des partenariats stratégiques et poursuivre la réorganisation du dispositif de sécurité nationale afin d'aboutir à un meilleur, bien sûr, à un meilleur maillage du territoire national. Partenariat stratégique. Certains députés ont parlé d'aller vers la Turquie, vers la Russie, etc. Est-ce que c'est pratiquement de cela qu'il s'agit? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Justement, c'est ça le drame de ce type de discours-là. On nous dit sans nous dire. C'est compliqué. On est obligé de jouer aux géomanciens pour comprendre même nos dirigeants. Et là, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sur le plan de l'insécurité, de la lutte contre l'insécurité, contre le tourisme, j'ai quand même apprécié qu'on nous a enfin dit qu'on avait une stratégie. J'ai dit, ouf, nous avons une stratégie. Contrairement au Premier ministre passé qui avait dit qu'il n'avait pas de stratégie. Bon, s'il a une stratégie, tout ce qu'il a dit sur la question de l'insécurité, les partenaires stratégiques, normalement, c'est dans la stratégie. C'est dans la stratégie. Donc, il ne s'agit pas de nous lire la stratégie, mais de nous dire comment on met en œuvre la stratégie. Ce n'est pas bon. Vous parlez de développer un partenariat stratégique. Mais donnez un contenu à ça. C'est ça qu'on veut savoir. Ce contenu, c'est quoi? Voilà, vous êtes obligé de me demander à moi, analyste, ce que le Premier ministre a voulu dire par là. Alors que c'est lui qui devait nous dire au Burkinabé, la stratégie de lutte à définir telle et telle action, voilà comment moi je vais mettre ça en œuvre. Et voilà ce que j'ai posé comme acte pour y parvenir. Bon, c'est la question de la lutte contre la corruption. Mais je suis désolé. Mais si l'opération Main Blanche du président de président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est la relecture des textes, mais on se fout de nous. Mais c'est vraiment de la grande foutaise. Et ça, c'est pas normal. On a des voleurs connus. On a des dossiers pendant bien connus qui sont en justice, etc. Moi, je veux bien. Bon, pendant longtemps, j'ai tapé sur le contrôleur général. Mais je suis obligé de le connaître, de me dire, mais est-ce que ce monsieur-là est forcément fautif? Je me pose des questions aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'entourage, on n'a pas créé tout un système pour l'empêcher de travailler? Comme on empêche le monsieur de conciliation de travailler. C'est ça. Sur ce point ici, j'avais fait une analyse quand on a nommé M. Zéphirin Diabré. Je disais, piège à con, où en fait c'est effectivement quelque chose, un véritable travail qu'on lui a donné, mais les faits montrent aujourd'hui que le monsieur était proprement piégé. On l'a mis dans une situation où il décide de rien. Et il a même fini par le reconnaître. Lui, il fait ce que le président dit de faire. Mais ça, c'est très grave. Et effectivement, quand on suit ce qui se passe en matière de réconciliation, de report en report, bon, le premier ministre dit premier trimestre. Mais moi, je suis prêt à parier ici qu'il ne pourra pas tenir ça. Parce que j'entends dire qu'on attend la fin du procès Thomas Sankara. Bon, je ne sais pas comment on peut lier les faits de cette nature. Ensuite, vraiment, je suis désolé, mais vraiment, ce discours-là, moi, m'a laissé sur ma faim et plutôt même m'a vraiment déçu par rapport. Moi, mon curseur, le président de FASO a mis le curseur à un haut niveau.
Son discours du 25, de mon point de vue, c'est le discours qui a réveillé les Burkinabés. Et tout ce qui se fait et qui est en deçà, mais ce n'est pas la peine. Et M. Zerbo a malheureusement repris le discours du 25, qu'il a dilué davantage, ce qui le rend moins digeste. André Génigoulou. Oui, notre analyse consiste à dire, par exemple, vous avez en moins de 1 mois, on a eu 3 grands discours. Le discours du 25 novembre, de 23h30. Ensuite, on a eu le discours de fin d'année du président du Faso et on vient d'avoir le discours du Premier ministre. Dès que le Premier ministre a été nommé, il a dit, Orbi et Orbi, qu'il vient mettre en œuvre le programme du président sur lequel il a été élu. Le peuple lui a donné sa confiance. Donc, il vient mettre en œuvre la politique du président. Le président parle 2 fois et il dit, par exemple, on va nettoyer les zones infestées des terroristes. S'il va mettre en œuvre la politique du président, encore une fois, qu'il nous dise comment il va faire pour nettoyer les zones. C'est ça qu'on attend. Le président a dit, je vais faire opération main propre. Ce qu'on attend, c'est qu'ils nous disent, c'est quel savon, c'est Barkatigi, c'est Citek, c'est quoi qu'il prend pour nettoyer les mains propres. C'est ça que l'on attend de lui. Ce n'est pas encore pour venir nous répéter qu'il va lutter contre la corruption. C'est nous dire, le président a dit, et moi je viens mettre en œuvre sa politique. Il a dit qu'il va nettoyer les zones. Voilà comment je vais faire pour nettoyer les zones. Il a dit qu'il va laver les mains, et même les dos, et même les poitrines. Voilà quel savon et quelle eau je vais utiliser pour nettoyer au Karcher cette affaire. Si c'est pour venir nous répéter encore dans de belles phrases ce que le président nous a dit, encore une fois, ce discours-là, tout le monde peut aller dormir. D'accord. Alors, mais Inoussa, sur ces piliers, mais quand on regarde le discours, c'est une déclaration. Le Premier ministre, il doit travailler avec son gouvernement. C'est le gouvernement, les ministères concernés qui vont donc sortir tout ce qu'il y a comme moyens, mécanismes, stratégies pour y aboutir. Est-ce qu'on peut demander au Premier ministre aujourd'hui de dire tic-tac, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va. Est-ce que ça ne vaudrait pas un peu contre la logique même de cet exercice-là? Non, bon, moi je pense que au stade où nous sommes, puisque tout est question aussi de contexte, quand le Premier ministre dit qu'il va mettre en œuvre la politique sur la base duquel le président du Faso a été élu, déjà il y a un hiatus. Parce que le président a dit qu'il va changer de paradigme. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire que ce qu'il faisait de par le passé n'obéit plus à la situation actuelle. Donc on laisse tomber ce pourquoi il a été élu là. C'est bien. Mais on est dans une situation aujourd'hui où il faut aller plus loin. Et le président lui-même a dit qu'il ira plus loin. Effectivement, quand le Premier ministre dit qu'on va améliorer les textes en matière de lutte contre la corruption, on n'a même pas encore appliqué les textes qu'on a votés en 2015. Donc je ne vois pas comment on va changer les textes. Ça va prendre combien de temps pour relire tout ça, etc. Je ne sais pas vraiment à quoi il fait allusion. Mais toujours est-il que pour moi, il faut d'abord lutter contre l'impunité. Même parce que le problème, on a des dossiers qui sont connus. Et le président, dans son discours, avait indiqué qu'il va prendre langue avec l'ASE et l'ensemble des structures de lutte contre la corruption pour qu'on puisse dépoussiérer déjà les différents rapports qui étaient là. Parce que la majorité, pour la plupart du temps, ceux à qui on reproche des choses, ils sont connus. Il y a des noms, il y a des rapports, etc. Il s'agit d'appliquer cela. Et véritablement, on s'attendait à ce que, pour moi, après la question sécuritaire, la question de la gouvernance devrait venir en deuxième position. Parce que c'est les 2 problèmes majeurs qu'on a. Tous les autres problèmes découlent de ce qu'il y a mal-gouvernance. Voilà. Donc, le problème principal aujourd'hui des Burkinabés, c'est comment on sort de ce bourbier sécuritaire. Et ça aussi, depuis 6 ans, on est dedans. On connaît plus ou moins les problèmes. Il s'agit de nous dire clairement, avec précision, que voici vraiment les intentions. Voici ce que je veux faire en matière de sécurité. De sorte à ce qu'on puisse, comme je l'avais dit au préalable, quantifier cela. Qu'on puisse dire, quand le Premier ministre arrivait, on avait
tel nombre de villages qui étaient assaillis, où il y avait vraiment l'insécurité, mais on souhaiterait, notre priorité c'est de faire en sorte que le nombre de villages passe de 10 à 20 par exemple. Là on sait qu'on a recouvré des parties du territoire, on a pu acquérir tel nombre de matériel, on a pu former tel nombre de militaires, etc. Ça, ce sont des choses précises. Mais quand on est dans le discours global, où on ne voit rien, est-ce que ces discours ne prennent pas en compte toutes les questions qui préoccupent le Burkinabé? C'est un discours avant tout. Donc, est-ce qu'il embrasse tout ou est-ce qu'il fait des parts? Est-ce que vous pensez, M. Loukman, que le discours de Kaba Thieba n'embrassait pas large? Est-ce que vous pensez que le discours de Dabiré Christophe n'embrassait pas large? Ce n'est pas une question de discours. Il s'agit de rentrer maintenant dans les faits et de dire exactement au Burkinabé Mais dites-nous exactement qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que le Premier ministre va faire et quels sont les moyens à notre disposition pour vérifier et mesurer ce qu'il va faire. C'est de ça qu'il s'agit. Une fois de plus, pour moi, les 4 axes qui ont été énumérés, c'est bien. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins. Mais moi, je résumerais en tout cas la situation actuelle à 2 priorités maximales. D'accord. Premièrement, sortie de l'insécurité, avec tous les corollaires. Et deuxièmement, instaurer un climat de bonne gouvernance qui prend en compte les autres aspects. Merci. Mais la question même de réconciliation nationale, etc., ça vient après. Parce qu'on ne peut pas être en guerre et être en même temps en train de réconcilier les gens. Et voilà, si vous voulez dire quelque chose, Lengani va terminer. Je pense que dans une situation comme la nôtre, là, il faut recentrer les priorités. Et puis pour pouvoir concentrer les moyens, si on veut vraiment avoir des résultats. Maintenant, moi, je note que concernant justement la lutte contre, n'est-ce pas, le terrorisme, ils disent que le ministre des Finances va être saisi pour voir comment est-ce qu'on va créer des mécanismes, demander à chaque Burkinabé de contribuer. Je dis non, on n'est pas contre. L'effort des guerres, oui. Non, moi je ne suis pas contre. Mais il ne faudra pas que... Parce que si nous, Burkinabés, nous devons contribuer, nous attendons des résultats. Et nous voulons des résultats concrets. Et il ne faudra pas que quelqu'un vienne ici se plaindre parce qu'on a critiqué. Parce que c'est vrai, on va donner, mais on ne va pas fermer les yeux. Et là, nous les attendons de pied ferme. Tout le monde est d'accord. Est-ce qu'au fond, de tout ce qu'on a comme stratégie et tout, l'effort de guerre, c'est ce qu'il nous faut vraiment pour lutter contre le terrorisme? Est-ce qu'on n'a pas, le Burkina n'a pas de moyens? On a voté une loi de programmation militaire et tout ça. Je suis d'accord, je ne vais pas dévancer l'iguane dans le comme on le dit, puisqu'on nous fait croire que c'est les moyens. Si tant est les moyens, et que malgré, bien sûr, il y en a même qui demandent le bilan de la loi de programmation militaire actuellement. Et ça, c'est le travail de l'Assemblée. J'espère que pendant les jours à venir, l'Assemblée va se pencher sérieusement pour nous dire qu'est-ce qui a été fait avec tous les milliards. C'est le tiers du budget qui a été quand même octroyé. Maintenant, on vient nous dire qu'il faut un effort. Non, on ne dit pas non. Mais si jamais on devrait encore contribuer, nous allons être regardants jusqu'au centime près. Merci, Lengani. On va terminer sur le sujet. Les 4 piliers sont connus. Retour de la sécurité, de la paix. Il faut renforcer davantage la résilience des Burkinabés, retour des personnes déplacées dans les zones, réconciliation nationale et lutte contre la corruption. Je l'avais déjà dit sur ce plateau, moi la question du retour des déplacés internes dans leur lieu de résidence normal est une grande priorité, c'est extrêmement important. Et bon, comme l'a dit par exemple Inoussa, c'est pendant la question du retour de la sécurité, la lutte contre l'insécurité. C'est-à-dire c'est un aspect, c'est ce qui découle de cette victoire. Si on a la victoire dans la lutte contre l'insécurité, forcément, il doit suivre la question du retour des déplacés dans ces zones. Ça, c'est à organiser. Bon. Et de mon point de vue, c'est un point extrêmement important. Mais je me permets de faire une suggestion au Premier ministre sur la question de la lutte contre la corruption. Moi, je le suggère de dire à Luc-Marie Ibriga de convoquer tous les contrôleurs qu'il y a dans les ministères et il les amène tous à Djibo et il leur donne 3 jours pour sortir ces histoires de lecture, de quoi qu'on a. Faut pas qu'ils nous embrouillent avec ça. Que ces gars-là, c'est tous les contrôleurs, tous ceux qui sont chargés de contrôler, même dans le privé même, on n'a qu'à les ramasser tous. Les inspecteurs généraux. On les ramasse tous, on les envoie à Djibo
et on leur dit, sortez-nous, tant que vous ne sortez pas quelque chose, vous êtes toujours là-bas. Oh là là, c'est le conclave là. Mais là, si c'est à Guibo, ils vont vous sortir quelque chose en 24 heures. Je vous assure, ces gars, ils vont vous sortir quelque chose de très très bon qu'on va pouvoir mettre en œuvre et puis vraiment aider le président de Faso à remplir pour une fois une parole qu'il a donnée, c'est-à-dire la lutte contre Évariste Konsebo disait la quelque corruption. chose. Est-ce que le problème, ce sont vraiment les mécanismes qui manquent ou c'est la volonté qui manque? Oui, mais puisqu'il nous dit que lui, il va lire des textes, pour qu'il ne nous traîne pas sur ça, c'est ça que je lui dis, ramassez tous vos gars, vous les envoyez à Guibo, vous les donnez, vous leur dites, tant que vous ne finissez pas, vous ne retournez pas à Ouagadougou, vous allez voir, en 24 heures, là, vos textes là seront relus. Et en ce moment, comme c'est ça qu'il attend pour faire le travail, il pourra faire le travail. Merci. Oui. Moi, je voulais... 30 secondes, hein, oui, André Jeune. pour l'effort de guerre, si on nous le demande, je pense que chacun va donner. Et l'évangile a dit, on va suivre. Mais on n'a même pas besoin de l'effort de guerre au niveau du Burkina. Parce qu'on nous dit qu'on y a de l'argent, qu'on n'utilise pas jusqu'au bout pour la programmation militaire. On nous dit qu'il y a de l'argent qui reste. Et puis, en plus, il y a de l'argent que l'on achète avec des armements qui ne fonctionnent pas. Je pense que ce n'est pas l'affaire d'argent, ce n'est pas l'affaire de moyens. C'est l'affaire d'utiliser l'argent d'une manière correcte, ce que l'on a déjà. Si on n'avait pas acheté des hélicoptères qui ne volent pas, si on n'avait pas acheté des hélicoptères qui ne sont pas aménagés, peut-être qu'on aurait détruit certains terroristes. Mais si on va faire un effort de guerre, pour que l'on prenne cet argent-là pour aller clôturer de vastes terrains, comme on en voit à Ouagadougou, On ne laissera pas faire. le tourisme n'ira pas jusqu'au bout. Je pense que ce n'est pas une question de moyens. Encore une fois, c'est comme j'ai dit une fois, j'ai même fait un article sur la question de la pauvreté du Burkina. Le Burkina n'est pas un pays pauvre. C'est l'utilisation de l'argent que l'on a qui pose problème au Burkina. Si vous prenez 96 millions pour acheter un véhicule pour une go, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim à 30 km de Ouagadougou, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez aller demander à ces gens qui sont déplacés de vous donner de l'argent pour aller faire la guerre? Non, il faut que... Bon, c'est vrai que quand on parle, quand on analyse, les gens estiment qu'on en dit un petit peu trop. Mais nous sommes tous des Burkinabés et on veut la paix pour notre pays. Si on utilise mal notre argent, vous êtes prêts? C'est pas dans un casino où tu mets et puis si tu as perdu, comme disait Sankara. Donc, si les gens n'utilisent pas correctement notre argent, on va donner, mais en traînant les pieds. Merci André Jeune Iloudo. Je rappelle que cette émission est interactive. Donc ceux qui sont intéressés de participer peuvent déjà appeler pour s'inscrire et puis on les rappellera pour leur intervention. On va continuer pour parler du CEFOP, du chef de file de l'opposition politique, a publié une déclaration dans laquelle l'opposition estime avoir fait un monitoring à l'expiration pendant en tout cas le temps de l'ultimatum qui avait été lancé et à l'expiration donc de ce temps imparti, le constat est que 241 personnes donc des FDS, personnels de FDS sont tombés, dont 54 liens à Inata, au moins 70 VDP tombés, dont 42 à Titao, 32 FDS blessés, plus de 40 personnes enlevées ou portées disparues, des écoles de commissariat, etc. Et en tout cas, l'opposition estime qu'il y a eu plus que encore, la situation est encore plus grave et malheureusement. Mais l'opposition estime qu'avec l'intervention d'un certain nombre d'autorités et le discours du chef de l'État qui a appelé à un retour dans les instances, l'opposition a pris acte et retourne donc au niveau du dialogue politique, mais aussi au niveau du Conseil national d'orientation du suivi de la réconciliation. Inoussa Ouedraogo. Est-ce que l'opposition a dit, on fait un ultimatum d'1 mois pour le chef de l'État, et puis après silence, aujourd'hui l'opposition sort quelque chose pour dire, bon, on a fait un monitoring, la situation est vraiment grave, mais comme il y a eu des interventions du médiateur du FASO, des autorités morales, religieuses notamment, et du président du FASO, on va donner encore une chance au gouvernement. Sinon, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils donnent une chance pour remettre l'ultimatum, certainement. Bon, si c'est ça, on est habitué à ces ultimatums depuis longtemps. Je vais dire que l'opposition est dans son rôle de dénoncer ce qui ne va pas, et c'est ce que nous faisons tous les jours. La déclaration de l'opposition, j'ai regardé, il n'y a rien de nouveau dedans. Ils font le bilan, c'est le bilan que les médias font tous les jours. Ils disent qu'il y a eu 42 VDP tués, il me semble que ce n'est pas trop correct. Hein.
À Titao, il y a des VDP qui sont tombés, mais autour, il y avait des civils, des commerçants, etc. Ça, je pense que c'est à rectifier, et si ma mémoire est bonne. Mais dans tous les cas, c'est bien déjà que l'opposition retourne à la table de discussion. Moi, j'ai toujours soutenu ici que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Et quand on est opposant, ça veut dire qu'on a été voté par des populations. Même quand on est minoritaire, on doit pouvoir partout se battre pour que cette minorité-là puisse être entendue. Mais quand on décide de quitter la table de discussion, pour aller mener la discussion où? Dans la rue? Ou est-ce que quand ils disent qu'ils donnent une seconde chance, c'est pour dire quoi? Que si dans un mois encore, la question sécuritaire n'est pas résolue, on ira déloger le président du Faso, c'est ça? Non, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà pour mener la réflexion beaucoup plus profonde que ça et proposer des solutions et prendre les Burkinabés à témoin. Parce que quand on se contente simplement de dresser le bilan comme tout le monde le connaît et donner encore un ultimatum ou encore dire que oui, c'est parce que des gens sont intervenus que nous sommes arrêtés, bon, il est évident qu'on a beau aimer le Burkina, on sait tous, pour être honnête, qu'on ne peut pas venir à bout du terrorisme en l'espace d'une année, même de 2 ans. Ce n'est pas évident. Et donc, les solutions, disons, les préoccupations doivent être posées ailleurs. C'est-à-dire la question de la gouvernance du secteur de la sécurité. C'est ça notre problème aujourd'hui. Le problème ne se pose pas en termes de si dans un mois vous ne trouvez pas de solution... Qui fait cette gouvernance? C'est nous tous. Non, chacun à son niveau. Est-ce que le citoyen, ou vous et moi, est-ce que nous, on fait quoi dans la gouvernance sécuritaire? Ce n'est pas nous qui commandons les armes, quand les armes sont de mauvaise qualité ou quand on n'en a pas du tout. Ce n'est pas nous qui payons par exemple, les indemnités des soldats quand ça n'arrive pas là où il faut. Est-ce que ça ne dépend pas du pouvoir qui gouverne? Qui a choisi le pouvoir qui gouverne? Mais ce n'est pas délégation, donc c'est le pouvoir qui gouverne, donc c'est lui qui rencontre, c'est lui qui doit être... Quand je dis c'est nous tous, certes, nous n'avons pas les mêmes responsabilités. Mais tous, en tant que Burkinabés, nous sommes coupables de la situation. Nous sommes responsables de la situation. Maintenant, on a délégué des gens pour répondre à nos problèmes. Et s'ils ne peuvent pas répondre aux problèmes, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout ça le débat. Voilà. Moi, je parle de l'opposition ici. Si l'opposition dit... Parce qu'eux aussi font partie de nos gouvernants. Hein. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils contrôlent l'action gouvernementale. Mais quand le chef de file de l'opposition sort pour dire qu'il ne comprend pas la situation sécuritaire, etc., c'est eux qui votent les budgets pour l'Assemblée nationale et pour le gouvernement. La loi de programmation militaire, c'est à l'Assemblée nationale. Ils ont l'obligation, on les a mis là-bas pour ça, ils ont l'obligation de demander à ce que des audits soient faits, ils ont l'obligation de mettre en place des commissions d'enquête parlementaire pour vérifier tout ce qui se fait au niveau du secteur de la sécurité. Maintenant, quand on sort, on dit, on donne un ultimatum pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. D'accord, voilà. Merci. André Génigoudou. Bien, moi je dirais qu'on a une opposition qui est assez bouillonne. Mais il faut lui donner un quitus. Parce que, vous savez, le budget, c'est la politique du gouvernement pour mettre en œuvre ce qu'il doit faire. Et une opposition n'a jamais voté un budget. Vous pouvez regarder. Une opposition ne vote jamais un budget, ne donne jamais quitus au budget que le gouvernement présente. Quel que soit ce que le gouvernement va faire, l'opposition va dire toujours, dans le meilleur des cas, ils vont s'abstenir. Mais ils voteront toujours contre le budget parce qu'ils vont toujours dire ce n'est pas assez. Donc là-dessus, on peut donner... Mais André, si on regarde un peu au Burkina, en général, la loi des finances est votée. Non. Ça passe chaque fois. Oui. Parce que l'opposition estime qu'il faut donner au gouvernement l'instrument pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Non. Dans l'ordre général des choses, c'est comme ça. Non. Rappelez-vous, dans notre Assemblée nationale, on a une majorité mécanique. Même si on ramène notre budget à 1 franc, l'Assemblée nationale va voter le budget parce que c'est le budget de son gouvernement. Il va dire, allez mettre en œuvre votre 1 franc. Mais vous pouvez regarder l'histoire. Une opposition ne vote jamais un budget d'un gouvernement.
Parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec ce que ce gouvernement va faire. Parce que si vous lui donnez les moyens pour vous dire d'aller faire, parce que le budget, c'est ça. Donc si vous lui donnez quitus, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qu'il veut faire. Or, une opposition n'est jamais d'accord avec ce que le gouvernement va faire. Maintenant, ce que l'on dit, moi j'ai lu l'analyse de chef de file de l'opposition. Moi je pense que ça devait être en 2 phrases. Écoutez, on a quitté la table de gouvernement. Nous sommes des humains, nous sommes des démocrates. Des structures sont venues nous demander pardon de retourner. Par respect pour ces gens-là, nous retournons. Oui, mais justement, André Génie-Ludo, est-ce que quand on regarde ça, l'opposition agit d'une certaine façon, remet en cause, revient sur ses décisions ou sa façon de voir les choses, ses actions, parce que les religieux sont allés les voir, parce que le médiateur du façon... Est-ce que l'opposition n'est pas là pour les populations, pour le peuple burkinabé? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut aussi comprendre ça? Non, nous sommes dans une république où toutes les notes ne fonctionnent pas. Dans la façon de fonctionner dans notre république, ce n'est pas une république normale. Les religieux, les associations, etc., n'ont pas voix au chapitre quand on parle. On a un gouvernement qui met en œuvre une politique pour le pays et on a une Assemblée nationale qui regarde ce qu'il fait et ce qu'il a. Et la justice est là, c'est les 3 pouvoirs et maintenant la 4e qui est la presse. Il y a les 3 pouvoirs qui règlent la vie de la nation. Il y a des gens qui vont mettre en œuvre, il y a des gens qui vont voter comme vous allez mettre en œuvre. Et si vous mettez mal en œuvre ce que vous avez dit de faire, on vous ignore et puis on vous envoie à la Macron. Voici les 3 pouvoirs. Et les journalistes sont là pour fuiner, pour relever les lièvres, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui décide de tout au Burkina d'une manière souterraine. C'est les religieux, c'est les associations. Mais vous avez une république bananière qui ne fonctionne pas comme les lois de la République. C'est cette démocratie de façade, cette démocratie qui ne fonctionne pas là, qui nous amène là où on doit aller. Sinon, l'opposition ne devrait pas sortir et déclarer à la face du monde que nous retournons à la table de négociation. Parce que les politiques, les religieux, je n'ai rien contre les religieux. Je n'ai rien contre la société civile. Les religieux, les coutumiers, hein, les religieux, les coutumiers et le médiateur du Faso. Le médiateur du Faso, il a quel pouvoir par rapport à la politique? On lui a dit, tu viens, et si l'administration fait mal les choses, tu es un intermédiaire entre les administrés et les gouvernants. Mais attendez, qu'est-ce qu'il vient faire? Aller demander aux gens de retourner. Il n'a qu'à laisser. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Mais encore une fois, nous sommes dans une république où tout fonctionne à l'envers. Lengani Saka. Bon, moi, Le CEFOP dit ceci. Le CEFOP prend acte. Plutôt, le CEFOP, au demeurant, le CEFOP appelle les populations soucieuses de l'avenir de notre pays à rester à l'écoute de tout mot d'ordre qui viendrait en fonction, bien sûr, de l'évolution de la situation nationale après une évaluation objective précise. C'est-à-dire, ça me rappelle les tracts que nous écrivions quand nous étions à l'université. Tout le temps, ça se termine comme ça. Hein. On appelle les élèves, les étudiants à rester mobilisés, prêts à répondre à tout mot d'ordre que la direction venait à lancer. Donc, certainement, c'est quelqu'un qui a revu ses vieux tracts et qui a sorti ça pour le CFA. Moi, je dirais vraiment, je suis... que dire? Pour rester très poli, je suis... La direction de CFOP m'énerve. Mais quand même, il y a quelque chose de positif dedans. Que le CFOP ait décidé d'aller vérifier de lui-même sur le terrain, en rencontrant les institutions, en rencontrant les ministères, en rencontrant certains acteurs de la société civile, d'aller toucher du doigt les réalités des problèmes que lui il connaît et qui va se mettre à ces institutions-là. Là, je dis bravo, on va se mettre effectivement maintenant au travail pour pouvoir nous donner des avis qui ne sont pas politiciens, mais des avis éclairés, des avis qui tiennent compte effectivement de ce que les institutions vont dire, leurs difficultés, leurs problèmes, etc., pour les aider éventuellement à trouver des solutions. Ça, c'est vraiment, je suis chapeau bas. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont allés les voir, qui les a envoyés? Moi, je n'ai pas mandaté, en tout cas, je n'ai pas souvenance que le peuple burkinabé ait mandaté qui que ce soit d'aller voir l'opposition pour retourner à la table de négociation. Et pourquoi même elle a quitté la table de négociation? Comme l'a dit Innocent, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais la politique de la chaise vide n'a jamais profité à qui que ce soit. Et pourquoi même? Quel est l'effet d'avoir quitté
la table de négociation sur la conduite des affaires du Burkina. En quoi ça a amélioré le fonctionnement de l'État? En quoi ça a amélioré la situation sur les différents fronts est-ce que quand on fait ça, que nous avons? Est-ce que quand on fait ça, c'est pas une façon d'amener l'autre, Moi, j'aurais compris. Le partenaire d'en face aussi à revoir certaines choses? Moi, j'aurais compris que l'opposition quitte la table de négociation si, au cours des négociations, elle pose des problèmes qui sont mal résolus. Ou si l'opposition se rend compte que par rapport à certaines solutions, certaines situations, le pouvoir veut faire du forcing. Là, il dit, bon, les négociations sont biaisées, sont bancales, et je ne vais pas me faire, je ne peux pas cautionner des choses pour lesquelles je ne me sens pas concerné et engagé. Là, on aurait pu comprendre. Oh, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, moi, je voudrais dire que les marches, les meetings, les cocos de l'opposition, mais ce n'est pas la bagarre. Jusqu'à plus, ce n'est pas de la bagarre. C'est des instruments républicains, démocrates, légaux, pour négocier, pour faire avancer les affaires dans le pays. Une opposition qui marche contre des décisions, contre l'insécurité, une opposition qui marche pour soutenir les FDS, une opposition qui marche pour dénoncer des dépenses hasardeuses au niveau de l'armée, etc. Mais elle fait son travail. Oui, mais c'est ça qu'elle doit faire. Elle ne doit pas s'abstenir de faire ça. Oui, mais Lengani, ce sont aussi des actions de pression. Le fait de quitter par exemple la table de négociation, on a vu le président en tenir compte, on a vu des démarches qui ont été faites, et ça a même eu pour conséquence que le gouvernement soit changé. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'opposition n'avait pas lancé son ultimatum, n'avait pas quitté les instances, est-ce que la pression aurait été suffisante pour faire changer les choses? Ça, vraiment, je vous le dis clairement, de mon point de vue, vous avez tout faux. Ce qui a fait bouger le gouvernement, c'est la marche du 27. Rien d'autre. C'est la marche du 27 qui a obligé le gouvernement à bouger. C'est ça. Et sur ce point, vous me rappelez une des tâches que le Premier ministre devrait faire. Il dit qu'il a un gouvernement de combat. Il ne faut pas que ce soit combat contre le peuple. Il faut désarmer le gouvernement actuellement contre les populations. Les lois liberticides, les décisions pour interdire les marches, etc. Mais il faut que Zerbo lève ça. Merci. Pour laisser le peuple respirer. Merci, Lengani. Je pense. C'est quoi, c'est bon. Mais pour faire sérieux, moi je crois que l'opposition doit assumer ses responsabilités. Le fait de se cacher derrière la qualité des soi-disant personnalités qui seraient allées les voir avec insistance, bon, franchement, moi je trouve que ça fait un peu... C'est pas sérieux, quoi. C'est une opposition responsable, elle doit s'assumer. Bien sûr, là je suis d'accord, ils disent que... Là où je suis d'accord avec eux, c'est que le constat, depuis l'ultimatum jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas amélioré, on l'a tous dit, hein. À l'époque, on en a débattu, on a tous reconnu que, sauf vraiment cataclysme, ou alors on ne voyait pas comment est-ce que la situation allait du coup s'améliorer. Et on s'était même posé la question de savoir, mais si ça ne s'améliorait pas, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc, c'est vrai que leur option de boycott, ça quand même, ça joue, c'est important. Moi, je trouve quand même que, parce que dans notre modèle en fait, de démocratie qui se veut entre griffes consensuelles, quoi qu'on dise, ils ont leur mot à dire et il vaut mieux faire avec que de ne pas les avoir, sinon ça crée des problèmes. C'est vrai que moi, ça ne me gêne pas, hein, parce qu'il ne faut pas aussi faire un peu l'hypocrite. Nous avons un modèle de société qui est spécifique, et sa spécificité tient du fait, c'est le modèle burkinabé. Les religieux ont un pouvoir très important, les coutumiers ont un pouvoir très important, et même les autres. Donc ça, c'est une réalité qui est là qu'on ne peut pas nier. Et vouloir donc, et comme quelqu'un dirait, nul ne peut vivre dans ce pays en dehors de certains cercles. Hein. Il y a le monde traditionnel, le monde religieux, le monde économique et le monde politique. Ça fait partie, moi ça ne me gêne pas. Mais pour ce cas précis-là, je trouve qu'il se défausse un peu, le CEFOP se défausse un peu. Et maintenant, c'est vrai, moi je suis d'accord quand ils disent qu'ils vont aller sur le terrain pour voir les déplacer, pour les soutenir moralement. Je dis oui, ils ont besoin d'un soutien moral. Mais ce n'est pas des mendiants. Parce que rappelez que ces gens étaient chez eux, ils menaient des activités, ils avaient des revenus, ils entretenaient leur famille. Ce qu'on demande donc aux acteurs politiques, c'est de recréer les conditions nécessaires pour que ces personnes-là aillent retrouver leur cadre de vie dans la dignité. Et je suis très très étonné qu'ils disent qu'ils vont entreprendre contrairement à Lengani, qu'ils vont entreprendre des démarches dans les ministères pour savoir apprécier les moyens, comment dirais-je, mis en œuvre par le gouvernement. Ils ont d'autres cadres pour ça. Il y a un cadre de dialogue entre entre les partis, l'opposition et puis la majorité. Il y a même les questions, certains sont députés,
Ils ont tous les cadres pour savoir réellement les moyens mis en œuvre pour lutter contre. Maintenant, est-ce que c'est pas pour moi, c'est de la diversion. Hein. D'accord. Merci. On va évoquer un autre sujet qui parle des élections. Les élections municipales prévues en mai 2022. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu silence radio du gouvernement. On a vu par exemple la CODEL qui, elle, estime qu'il faut aller aux élections. Là, faisant ses bilans, la CODEL a dit que douter des élections à cause de l'insécurité, vous offrez sur un plateau d'argent à ceux qui veulent déstabiliser le pays. Il faudrait qu'on organise ces élections, sinon vous accompagnez le report, vous consacrez l'impossibilité, l'incapacité de notre État à jouer la démocratie. Ça, c'est Daniel Dayen qui l'a dit, il est le vice-président donc, de la CODEL. Mais il reste qu'au niveau aussi de la mise en œuvre du chronogramme de la CENI, il n'y a pas de dates qui sont données. Donc aujourd'hui, on ne sait pas concrètement quand ça commence, parce qu'il faut, par exemple, le recensement électoral qui va commencer, les dates ne sont pas précises, le gouvernement ne dit rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Lengani? Moi, sur cette question, ma position est très, très claire, très, très ferme. Et je dis que d'abord, la loi qui dit que les élections sont considérées comme pouvant être tenues lorsqu'on a 50% de l'électorat qui peut s'exprimer. Bon. Dans un pays tel que le nôtre, la situation sécuritaire est vraiment très préoccupante pratiquement sur toute l'étendue du territoire, en dehors des deux grands pôles que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Bon. Accessoirement, Koudougou, Tenkodogo, mis à part, je me demande comment est-ce qu'on peut parler d'élections démocratiques, surtout locales. Ce n'est même pas, c'est un scrutin qui est au village. Les conseillers sont élus dans les villages. Or, la plupart des villages aujourd'hui sont dans une situation d'insécurité totale. Et qui peut effectivement garantir que le taux de 50% qu'on a fixé est effectivement atteint? Et je pense qu'il faut savoir raison garder et ne pas vouloir faire de la figuration pour plaire aux gens, comme le veut la CODEL. Ce que la CODEL dit, moi, de mon point de vue, c'est vraiment c'est irresponsable. On ne peut pas, à ce niveau de responsabilité-là, dire qu'il faut organiser les élections pour faire semblant, pour faire croire que le pays avance toujours. Non. On est entre grands garçons, on connaît la situation. On peut ou on ne peut pas. On rend compte à qui? On n'a pas de compte à rendre aux États-Unis, la France ou la Chine sur notre démocratie. C'est nous qui la vivons. Est-ce que nous pouvons effectivement garantir que ces élections-là sont propres, vont effectivement traduire les réalités, l'opinion de ce que les populations veulent? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de faire semblant pour faire peur à quelqu'un. Je suis désolé, mais la CODEL a carrément faux dans cette histoire. Et je dis que dans les conditions actuelles, de mon point de vue, il faut trouver une alternative à ces élections. Et les repousser parce que ce sera des élections, comme le dit la CODEL, pour faire plaisir aux gens, pour respecter des normes. Ce n'est pas des élections qui vont correspondre effectivement aux réalités de notre pays aujourd'hui. Mais la question n'est pas débattue aujourd'hui. Lors de la déclaration de politique, le Premier ministre a demandé aux acteurs de se parler pour trouver un consensus par rapport à tout ça. Mais la question aussi, c'est le timing. Le code électoral prévoit un certain délai pour convoquer le corps électoral. Aujourd'hui, en principe, à partir du 22 janvier, il faudra convoquer le corps électoral. Le gouvernement n'a encore rien dit. Et de mon point de vue, et pour terminer ce point, moi je dis qu'il faut repousser les élections. Il faut repousser les élections pour se donner le temps. Je me dis, il faut vivre d'espoir. Zerbo a promis qu'il a changé de paradigme. Et que maintenant, là, les choses vont aller très rapidement. Faisons-lui confiance, même si vraiment on a des inquiétudes. On se dit que peut-être d'ici 3 mois, on va commencer à voir des frémissements, effectivement, d'une reprise du territoire. Cela va entrer. Je vous dis, moi, je suis convaincu qu'il s'agit tout simplement d'arriver à un résultat marquant et significatif quelque part pour que l'ensemble du pays commence à voir le soleil se lever. D'accord, merci. Et il faut faire ce travail. Inoussa Ouedraogo, pas d'élection municipale pour on est en 2022, donc en mai prochain, nous sommes le 15 mai je pense, et jusque-là, sur le chronogramme par exemple de la CENI, et en regardant les thèmes par exemple du code électoral, le gouvernement se presse vraiment très lentement, les acteurs ne sont pas situés, certains disent qu'il faut
reporter, qu'il faut annuler, mettre des délégations spéciales, etc. Concrètement, le débat n'est pas suffisamment mené. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut garder le statu quo. Cela voudrait dire... Ça veut dire qu'il y a 2 semaines, j'avais dit ici, vraiment, sauf à être fou, sauf à ne pas être dans le même Burkina là, on ne peut pas nous parler d'élections en ce moment. Ils vont avoir l'argent là-haut pour organiser ces élections-là. Qui va leur donner l'argent? Ils vont demander un effort de guerre. Nous, on nous dit de cotiser pour donner aux militaires. Et il y a de l'argent pour organiser des élections. De qui on se moque? Non, ça fait partie des responsabilités du gouvernement de renouveler les instances politiques. Oui, ça fait partie de la responsabilité du gouvernement de sécuriser le pays. Est-ce qu'ils l'ont fait? Moi, je pense que Lengani l'a si bien dit. On veut montrer à qui que nous sommes démocrates. À l'extérieur ou au Burkinabé? Les Burkinabés veulent-ils vraiment aujourd'hui, dans ce contexte-là d'élection? On a plus d'1 million de personnes qu'on n'arrive pas à nourrir. Et on a l'intention de demander aux Burkinabés de cotiser pour prendre en charge ces personnes-là. Et dans le même temps, on dit, on a les moyens, on a la possibilité d'organiser des élections. Qu'est-ce qui est prioritaire? Mais il se trouve aussi que, par exemple, les collectifs, les collectivités fonctionnent sur la base d'un certain nombre de coopérations avec d'autres pays, etc., des programmes avec des pays. Si vous êtes en délégation spéciale, vous ne renouvelez pas les mandats, vous êtes dans une situation pour ne pas bénéficier. Ah, donc je vous ai bien compris, c'est pour bénéficier de l'argent de l'extérieur. Oui, ce n'est pas pour résoudre les problèmes des Burkinabés. Bien sûr, parce que les collectivités travaillent pour l'intérêt, pour les besoins des populations à la base. Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux que ça. On n'a rien à démontrer à qui que ce soit. Le peuple burkinabé est un peuple souverain. Et il est en train de souffrir en ce moment. On a besoin d'argent. Il faut réorganiser les priorités. Le président a dit qu'il va changer de paradigme. Changeons les paradigmes. Personne ne nous impose aujourd'hui d'organiser des élections. Je ne sais pas pourquoi on tient coûte que coûte à organiser des élections, comme si dans ce pays-là, on a toujours fonctionné avec des mairies. Il y a des moments où il y a la communalisation, là, ça date de quand? Mais soyons sérieux. Même les délégations spéciales, moi je l'ai dit ici il y a 2 semaines, ce n'est pas aussi la solution. Parce que... Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les maires ici? Ils ont déjà bénéficié c'est nous qui décidons. d'une année de... Vous voulez leur place? De prorogation. Est-ce qu'on veut leur place? Ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont résolu comme problème? Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est nous qui décidons. Si nous décidons aujourd'hui qu'on prolonge de 5 ans le mandat des maires qui sont là, on le fait. C'est nous qui décidons. Et on utilise cet argent-là pour résoudre d'autres problèmes. Je veux dire vraiment que ce n'est pas la priorité en ce moment. Et nous devons nous concentrer sur nos priorités. Et vraiment, les élections, je ne sais pas dans quelle langue on va parler, mais nos politiciens doivent comprendre. Oui, c'est vrai, certains ont envie de remplacer tel maire dans telle localité, chacun a envie d'être conseiller, etc. Oui, tout ça c'est vrai. Mais dans le fond, on a d'autres priorités et de grâce, il faut qu'on nous oriente sur ces priorités-là. Parce que aujourd'hui, dire qu'on peut organiser des élections dans ce contexte-là, c'est dire aux Burkinabés de renoncer justement à l'effort de guerre qu'on veut nous demander. Il y a l'argent dans ce pays-là pour résoudre des problèmes. Mais l'élection aussi, c'est quelque chose de souverain des républicains. Oh, il y a des pays où on n'organise même pas d'élection, mais des gens vivent. Merci bien. Ça me fait sourire. Il n'y a pas de débat en réalité là-dessus, c'est que le gouvernement ne dit rien. La loi a été votée, le code électoral, pour tenir compte de la situation actuelle, et même ça a été réformé. Donc on peut tenir les élections selon le code électoral, et en tenant compte du seuil de 50% d'expression, ou en tout cas de participation des différentes circonscriptions. Donc, tel que c'est dit, on peut tenir les élections. Non, légalement, il n'y a aucun problème, puisqu'ils ont même toqué le code électoral récemment pour permettre la tenue des élections dans les zones où il n'y aurait pas de sécurité, avec un seuil de validation ou bien dans d'autres. Ça, légalement, ça ne pose pas le problème, mais c'est une question peut-être d'éthique et de morale. Moi, je rigole, je dis que c'est des africaneries. Nous sommes toujours incapables de distinguer les priorités. Votre maison est en train de brûler, ce qui vous préoccupe, c'est de l'éteindre, ce n'est pas faire autre chose. D'ailleurs, sur la CODEL, moi, j'aurais voulu qu'ils me donnent le coup de ces élections-là d'abord et on allait engager le débat. On a sorti plus de 100 milliards pour faire des élections alors qu'on aurait pu reconduire les gens et puis ces 100 milliards auraient pu servir
efficacement à avoir des résultats concrets contre le terrorisme. Mais on en a parlé, personne ne semble intéressé. C'est l'histoire de forcément suivre la règle électorale pour donner quitus à l'extérieur. Vous savez, c'est un faux complexe. Vous savez, les partenaires, là, ils savent très bien que nous ne sommes pas des démocrates. Hein. Ils savent très bien qu'on triche, ils savent très bien qu'on bourre les urnes, ils savent très bien que le fichier est truqué. Ils le savent. Hein. Donc, je ne sais pas, vous allez donc donner quitus à qui? Un pays où vous avez plus de 1,5 million de déplacés. Un pays dans lequel vous avez 14 sur 45 des provinces qui sont sous état d'urgence ou je ne sais pas quoi. 13% des structures éducatives fermées, mais ça devrait quand même interpeller. Ce n'est pas plus urgent, plus préoccupant que d'aller organiser des fêtes. Mais nous sommes en Afrique, il y a toujours l'argent pour faire la fête. André, je ne faut terminer sur cette question. Mais néanmoins, il faut que le débat se pose au niveau du dialogue politique que l'opposition vient de réintégrer. Il faut qu'il y ait un débat là-dessus pour qu'on comprenne. Non, c'est dramatique au niveau du Burkina. Il y a des gens qui pensent que même si on reste 2 personnes au Burkina, que la démocratie fonctionne. C'est hallucinant. Aujourd'hui, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce qu'ils ont dit, on nous demande de l'argent pour soutenir l'effort de guerre. Peut-être qu'on va nous demander aussi de cotiser pour faire les élections. Je n'en sais pas. Mais quelqu'un l'a dit, pendant le Nizana, il y a eu ballottage. On a reconnu qu'on vivait d'une manière démocratique au niveau du Burkina. Il y avait des collectivités territoriales. Non. Pendant la Révolution, on a fait un bond dans l'éducation. C'était les maires qui avaient fait ça. Mais on est en train... Je n'ai rien contre ceux qui papillonnent pour qu'on organise les élections. Hein, parce que chacun veut retirer son bout de gras. Mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Mais la CODEL, c'est quand même une organisation importante dans le paysage de la électorale quand même. Je suis d'accord. Ouais, encore une fois, une vingtaine d'organisations. Et pour ceux qui la dirigent, ce sont des personnalités au niveau du Burkina. Je n'ai rien contre ça. Mais j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas la question des organisations. C'est la question du réalisme. Aujourd'hui, aller organiser les élections à Di, aller organiser les élections à l'Amphira, vous pouvez y aller. Non, je veux dire, si c'est pour faire semblant d'être démocrate, comme il a dit, allons-y. Mais je dis, le Burkina a connu une démocratie, même quand on n'avait pas les collectivités territoriales. Je pense que, de toutes les façons, nous sommes dans des débats. Et vous faites bien de dire que le débat n'est pas ouvert. Mais quand les gens avancent des thèses, il ne faut pas qu'ils oublient aussi qu'on peut avoir une antithèse. Donc ils ne peuvent pas dire que c'est leur évangile qui est la seule qui fonctionne au niveau du Burkina. Aujourd'hui, si vous interrogez les gens qui sont déplacés, ce qui les préoccupe, ce n'est pas de mettre un bout de papier dans une urne. Si vous déplacez... Mais la dernière loi qui a été retoquée du code électoral a donné les conditions, Attendez. Comment les déplacés peuvent voter dans les camps. Je vous ai dit, il y a des Burkinabés, notamment les politiciens. Même si le Burkina n'était réduit qu'à 127 personnes ou bien 121 personnes à l'Assemblée nationale, là, ils vont dire que nous sommes en démocratie. Merci, André Hissène. Oui, Lengani. Oui. Une dernière... Pour faire des propositions concrètes, puisque les gens, il semble qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas d'idée. D'abord, pour la CODEL, il faut les comprendre. Hein. Sans élection, la CODEL, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, ça peut se justifier qu'ils guéroient pour que ces élections aient lieu dans des conditions vraiment impossibles. Ensuite, on a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense d'abord, il faut commencer d'abord, et ça, je pense qu'il faut le faire très urgemment, c'est de faire le point sur les mairies là aujourd'hui. D'attraper tous les maires qui sont dans des situations délicates vis-à-vis de la gestion, vraiment, et puis les envoyer là où ils doivent être pour apprendre à respecter les engagements qu'ils ont pris avec les populations. Et à leur place, moi je vois, si on reporte les élections, on met en place pour diriger les mairies des structures du genre, comme on a créé la CENI, c'est-à-dire des structures tripartites, où vous allez trouver le conseil municipal, ce seraient des gens qui seraient désignés par la société civile, des gens qui seraient désignés par l'APMP et des gens qui seraient désignés par l'opposition. Et dans cet aéropage-là, on élirait par exemple le maire, en prenant soin de dire par exemple que le maire ne peut être un chef coutumier, pour éviter ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, et de dire que ça peut être aussi un chef coutumier,
un chef coutumier ou un religieux, etc., mais que ce soit quelqu'un de la société civile. Mais une composition qui permet effectivement à la grande majorité des forces vives de voir ce qui est fait et de mettre en place, une fois de plus, vraiment les organes de contrôle. Il faut contrôler ce que les gens font. Moi, je pense que on peut partir de cette base-là et puis de pousser les élections. Par les élections, les organiser aujourd'hui, c'est vraiment se foutre du monde. Parce que ça ne sera ni démocratique, ni utile pour le pays, mais ça va surtout créer des déchirures. Merci, Issaka Lengani. On va terminer avec l'actualité au Mali. Au Mali, on va dire que c'est à nouveau un bras de fer qui oppose la CEDEAO et le gouvernement de transition malien, mais le gouvernement de transition malien et les partenaires également occidentaux, la France en tête. Alors ici, il ne s'agit pas de Wagner, mais il s'agit plutôt du chronogramme aujourd'hui de l'organisation, du chronogramme de la transition qui va de 6 mois à 5 ans selon les conclusions des assises nationales que le gouvernement de transition a exposées à la CEDEAO, aux chefs d'État, c'est un nombre de chefs d'État. Alors il prévoit un référendum constitutionnel en 2024, des élections sénatoriales et législatives en 2025 et la présidentielle au plus tard en 2026. Alors ça, ce n'est pas du goût de la CEDEAO. Un sommet se tient pour tout simplement, en tout cas, remettre en cause cette décision, on va dire comme ça, de la volonté populaire malienne. Est-ce que c'est au goût des Maliens? C'est ça la question. Si ce n'est pas au goût de la CEDEAO, c'est normal. Parce que c'est une institution qui s'est fixé des règles, etc., sans tenir forcément compte justement de la volonté des peuples. Et aujourd'hui, le peuple malien est souverain et a décidé de ce qu'elle veut. C'est l'ensemble de la classe politique malienne qui s'est assise. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est toujours comme ça. Mais c'est vraiment les Maliens qui doivent décider. Si j'avais la nationalité malienne et que j'avais la possibilité de décider, j'allais demander à Assimi Goïta de ne pas se fixer 5 ans. S'ils peuvent aller même à 10 ans, et permettre au Mali de retrouver sa dignité, sa fierté, son intégralité territoriale, vraiment, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Parce que, vous voulez quoi? Qu'on organise des élections. Ça fait combien d'années que les Maliens organisent des élections? Est-ce que ça a permis de résoudre les problèmes? On était en train de parler du cas du Burkina tout à l'heure. C'est pareil pour le cas du Mali. Pourquoi on veut nous imposer à aller maintenant à des élections? Qu'est-ce qui nous apporte les élections en Afrique? Il faut qu'à un moment donné, on puisse se débarrasser de tout ce qu'on nous a mis comme contenu, comme logiciel, pour réfléchir de nous-mêmes et choisir ce qui est bon pour nous. Mais Inoussa Ouedraogo, la contradiction n'est pas que de la CEDEAO. La contradiction interne aussi au Mali. Il y a un regroupement des partis politiques jusqu'au M5 de l'imam Diko qui ne sont pas d'accord que pour eux, c'est une confiscation. Oui, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est les Maliens qui doivent décider. Ils peuvent continuer leur débat à l'interne, de façon contradictoire. Ils vont mener leur débat, mais ils vont aboutir à un consensus. Et c'est ce consensus-là qu'on doit appliquer. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que forcément Goïta doit imposer coûte que coûte. Je dis si j'étais malien, j'aurais choisi qu'on ne nous limite pas. C'est sur quelle base on donne 5 ans? C'est sur quelle base on donne 5 ans? Ou bien on donne 2 ans ou 1 année? Qui peut nous garantir que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on aurait suffisamment stabilisé le Mali pour aller à des élections? Personne. Mais il y avait une charte de la transition qui n'a pas prévu tout ça. La charte qui avait été adoptée par l'ensemble de la classe, les forces vives maliennes, ce n'était pas de faire 5 ans. Justement. C'est peut-être un revirement qui fait que... Et les assises, là, ce n'est pas des Maliens qui l'ont fait? La classe politique n'était pas là-bas? Je pense que le débat doit se mener entre Maliens. D'accord. Et c'est les Maliens qui décident de combien de temps il leur faut. S'il faut donner du temps, oui, évidemment, les hommes politiques veulent qu'on organise tout de suite les élections et puis ils vont partir. Ça a été le même cas au Burkina. Rappelez-vous, en 2015, des gens ont dit ici qu'il n'appartient pas à la transition de nous doter d'une constitution et que quand ils seront élus, c'est les nouveaux pouvoirs qui vont donner la constitution. Aujourd'hui, nous sommes là et nous constituons avec la même constitution. Merci. Donc c'est pour dire que les Maliens doivent décider de ce qu'ils veulent. S'ils doivent faire 10 ans pour stabiliser leur pays et avant d'aller à des élections, qu'on leur permette de le faire. Mais il n'appartient à aucune entité, qu'elle soit internationale, qu'elle soit sous-régionale, d'imposer une vision du monde aux Maliens autre que celle que
elle-même, elle s'est fixée. André Jeanne Ilboudo, confiscation de la transition, en Oui. tout cas c'est ce que les Maliens disent, des groupes d'organisations politiques et même le fer de lance de ces changements. Moi, je ne comprends pas pourquoi Goïta, avec son personnel là, ils font un coup d'État et puis ils discutent avec les gens. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Mais j'ai fait un coup d'État, j'ai pris le pouvoir là. Je règle le pays. Surtout qu'ils ne font rien, on ne peut pas leur reprocher dans leur façon de faire. Ils n'ont qu'à faire comme en 1958, on nous a proposé l'indépendance et la collaboration avec. Et puis il y a un pays qui a dit non, je n'en veux plus, je quitte. La CEDEAO là, ceux qui sont en train de ferrailler contre Goïta, ils peuvent se regarder dans la glace. C'est pas eux qui tripatouillent leur constitution. Je pense que vous ne pouvez pas faire la morale à quelqu'un si vous n'êtes pas propre. Si vous n'êtes pas propre. Vous n'êtes pas propre. Ils ne peuvent pas, la CEDEAO ne peut pas faire la morale. Mais la transition s'est engagée dans une charte. Il y a eu des engagements vis-à-vis de la communauté internationale de la CEDEAO et même des Maliens. Il y a eu violation d'engagement ici. Ce que nous voulons, c'est l'Afrique là. C'est qu'on nous laisse tranquille pour mener notre chemin. On nous fait porter une camisole de force qui ne nous convient pas. Au Mali, les gens guerroient contre Assimi, pas sur ce qu'il fait, mais c'est sur les dates, sur les élections. Mais comme il a dit ici, notre démocratie, à l'heure actuelle, ça nous donne quoi? C'est des élections truquées, des petits patrouilles de la Constitution, etc. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en démocratie, que l'on fait en Afrique, que les gens viennent valider. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprocher à Goïta de détourner de l'argent des gens du Mali? Est-ce qu'on peut lui reprocher de tuer des gens? Il dit, ce qu'il veut faire, c'est remettre le Mali, comme les Maliens disent, le Mali bas debout. Mais c'est ça que l'on guerroie contre. D'accord. Merci André Janiboulo. Évariste Fassenko, c'est beau. Il n'y a pas que la CEDEAO ou la communauté internationale. Il y a aussi des Maliens à l'interne. Non, le problème est beaucoup plus c'est celui des Maliens. Parce que moi, la CEDEAO n'a pas vocation à sanctionner, que je sache. Mais le rôle de la CEDEAO, c'est d'accompagner selon les aspirations. Donc, en interne, je note qu'il y a déjà des notes discordances. Il y en a qui ont... La structure qui a servi, en fait... comment dirais-je, les assises nationales, la refondation est contestée. Les gens disent que c'est une mascarade et qui avait comme finalité de donner l'illusion de débat. Donc là, c'est déjà même au Mali que les voix s'élèvent pour contester. Mais pour moi, en fait, au-delà de tout cela, la question fondamentale qui se pose ici, c'est doit-on réaliser donc les réformes institutionnelles structurantes pour permettre des élections donc crédibles, équitables et transparentes avec ou sans la junte? C'est ça. Et cette question-là, il appartient donc à la classe malienne d'y répondre. Ça suppose que le Mali doit repartir, la CEDEAO doit organiser un autre débat où tous les Maliens qui estiment n'avoir pas été je pense. se mettent dedans et ils discutent ensemble pour trouver une autre solution. Lengani, terminé. Je pense que le problème se pose à un double niveau. Le premier niveau, c'est la manière dont les militaires sont arrivés au pouvoir. C'est-à-dire, ils ont profité d'un vaste mouvement social pour eux-mêmes avoir le courage, pour eux-mêmes avoir le courage d'émettre, en fait, de sortir du bois. Ça veut dire qu'ils sont redevables de ce mouvement social-là. Porté par le M5 notamment. Porté par le M5, justement. Et c'est ça la difficulté chez les Maliens. Et sinon, comme on le dit tous, les objectifs, la vision, le projet que porte Goïta est vraiment très louable. Alors, Lengani, ici, il y a quand même quelque chose qui est un peu intriguant. Le Premier ministre Choguel Maïga lui-même est du M5. Ouais. Et aujourd'hui, son gouvernement, il envoie donc ses ministres plaider la cause de ce chronogramme. Oh oui, il n'est plus du M5, il est Goïta aujourd'hui. En fait, c'est pour dire que l'Afrique, c'est comme ça. Hein. Les gens sont très versatiles. Selon la situation, le gars aujourd'hui dit c'est blanc et puis demain il dit c'est noir. Mais là, moi, c'est un épiphénomène. Pour moi, vraiment, le véritable problème, c'est comment les militaires sont arrivés au pouvoir. Et le second aspect, c'est leur capacité à s'assumer. Je pense que, comme l'a dit André Eugène, mais ça, eux, ils ont fait le coup d'État. Mais ils n'ont qu'à proclamer la révolution démocratique, je ne sais pas moi. Et là, ils ne se donnent pas de délai, comme veut mon ami Inoussa. Il n'y a pas de délai.
on s'assume entièrement. On déclare que nous, là, on a décidé de prendre notre destin en main à travers un mouvement qui se veut révolutionnaire. Je ne sais pas. Et on s'assume. S'il faut quitter la CEDEAO, on quitte la CEDEAO. S'il faut quitter l'ONU, on quitte l'ONU. Mais on s'assume. Et là, c'est sans limite. Alors, mais et là, c'est clair pour tout le monde. Quand on regarde tout ça, mais on si cite la CEDEAO, on cite la communauté internationale, on cite tous les grands pays, les partenaires du Mali et tout ça. Est-ce que ce n'est pas suicidaire aujourd'hui, ce qu'on dit aux Maliens de faire? Est-ce que la jeune peut quitter toutes ces instances internationales et pour pouvoir continuer d'apporter quelque chose aux Maliens? Il faut un appui. Mais, là, effectivement, il faut s'assumer. S'ils décident de faire comme ça, mais je suis convaincu qu'ils ne vont pas être seuls. Même dans la sous-région, les gens vont les accompagner. Mais encore, il faudrait qu'eux décident de faire comme ça. Et puis la communauté internationale dont on parle là. Mais, chers amis, les Chinois ont dit quoi dans cette affaire? Les Russes ont dit quoi dans cette affaire? Les Turcs ont dit quoi dans cette affaire? Ils sont de la communauté internationale, mais ils entendent les choses comme l'entend Goïta. Donc ça veut dire, tu peux laisser un côté, on te prend de la main gauche, mais tu attrapes avec ta main dans l'autre côté. Mais je dis, vraiment, il appartient au... Oui, est-ce que la gente n'a pas les pieds suffisamment assez frêles pour pouvoir, ou les épaules frêles pour pouvoir porter tout un fardeau de rupture avec toute la communauté internationale? Moi, je ne parle pas de la gente, je parle du peuple malien. Est-ce que le peuple malien peut s'assumer? Aujourd'hui, là, est-ce que le peuple malien ne peut pas décider que le bamana devient sa langue nationale? Mais le peuple même est divisé là-bas sur cette question. Oui, le peuple sera toujours... Merci pour le mot. Les hommes politiques, la classe politique sera toujours divisée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Assimi Goïta doit laisser le pouvoir pour qu'eux, ils en jouissent. Parce que s'il y a des élections, c'est eux qui vont prendre. Alors que ce n'est pas ça la priorité des Maliens. Goïta est militaire, il est officier militaire. Mais en quoi un militaire ne peut pas diriger un pays? C'est pas le pouvoir qui joue son rôle, c'est écoutez, plutôt de l'autre côté. Le pouvoir, c'est pour les partis politiques. On nous a dupés pendant longtemps dans ce pays-là et dans l'Afrique. Pourquoi un militaire ne peut pas diriger? Sankara n'était pas militaire. On n'était pas démocratie. Mais la démocratie nous apporte quoi? D'accord. Si l'état d'exception... Non, il faut qu'à un moment donné, on pose le débat sur ce que nous apporte la démocratie. Pas que nous sommes contre les valeurs démocratiques, mais la démocratie à l'occidental, telle qu'on nous l'impose là, n'est pas de nature à nous permettre de résoudre les problèmes du moment. Merci. Et il appartient donc à nous-mêmes de réfléchir à de nouveaux modèles. Parce que tant qu'on restera dans ça, on ne va pas s'en sortir. Si l'état d'exception pendant 10 ans peut permettre vraiment au peuple malien de sortir de sa situation, alhamdoulilah, parce que ça nous profitera à nous tous. Merci Inoussa. Malheureusement, l'état d'exception... Malheureusement, il n'a pas tort. Il se trouve que le modèle démocratique qu'on nous a imposé a été importé, il ne tient pas compte de nos réalités. Et le modèle là est perverti de sorte que quand les élus se retrouvent à œuvrer contre les intérêts de leur Merci. Évariste Fossé-Conseil, malheureusement, on me dit que l'heure est donc le temps est achevé, donc on va faire comme on gardera ça pour la semaine prochaine. Merci à tous vous qui nous avez suivis, merci. On n'a pas pu malheureusement prendre d'appel parce que pour ceux qui sont là savent qu'on n'est pas dans la salle habituelle, donc on est dans un autre studio où techniquement il n'est pas possible de le faire. Donc on présente nos excuses, ce sera la semaine prochaine pour ceux qui aiment et veulent intervenir à cette émission. J'étais donc avec André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci André Eugène d'être venu. Inoussa Ouedraogo, directeur de publication de Bendre. Bendre.com maintenant on dit comme ça. Merci, qui était .bf, donc qui paraît régulièrement, mais c'était un bimensuel d'investigation et qui continue dans l'investigation. Merci d'être passé. Et puis Évariste Fossé-Conseil, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Merci Évariste d'être passé. Et puis enfin Lengani Isaka, directeur de publication de L'Opinion. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.